c'est clair que on aurait dû procéder à une supplémentation de la population en vitamine D. Lors d'une injection vaccinale, il y a beaucoup plus de protéines spike, notamment par les vaccins ARN messagers, parce qu'on injecte des grosses quantités d'ARN messager. Globalement, la quantité de protéines spike produite est très supérieure à celle qu'on a lorsqu'on a une infection naturelle. Et donc les effets sont exacerbés, surtout, je pense, chez les personnes qui sont déficientes ou carencées en vitamine D. On a le plaisir d'être à cette 100e du Conseil scientifique indépendant avec Jean-Marc Sabatier, qu'on rencontre pour la première fois. C'est un plaisir. Bonjour Jean-Marc Sabatier. Bonjour. Qui est directeur de recherche au CNRS, docteur en biologie cellulaire et microbiologie, et qui a en avril 2020 publié un papier qui, selon moi, selon vous aussi, est d'une importance fondamentale. Vous allez un peu nous expliquer ce dont parlait ce papier et quelle était sa réception par le milieu scientifique. Vous avez découvert au fait que c'était pas vraiment le Covid qui rendait malade, mais expliquez-nous, parce que c'est voilà le. Oui. En fait, ce qu'on a décrit dans cet article, c'était en fait le mode d'action du virus. Donc à une période où les chercheurs rassemblaient des éléments, enfin des pièces du puzzle pour essayer de déterminer son fonctionnement. Nous, on avait décrit en fait le mode d'action du virus justement sur l'organisme. Et on avait notamment anticipé des maladies qui ont été décrites depuis ces 3 dernières années, quoi. Donc ce qu'on avait décrit, c'est que ce n'était pas le virus qui était directement responsable des maladies Covid, mais que qu'il était responsable des maladies Covid indirectement en agissant sur un système ubiquitaire qui s'appelle le système rénine-angiotensine-aldostérone et qui en fait perturbait le fonctionnement des organes. Un système hormonal. Oui, c'est un système présent dans tous les hormonal organes. qui est présent partout, hein, donc dans tous les organes et tissus. On le retrouve notamment dans le cœur, poumon, dans le foie, dans la thyroïde, dans tout le système vasculaire, dans le cerveau, enfin, un petit peu partout, parce qu'il est exprimé au niveau des cellules épithéliales, endothéliales aussi, et des cellules nerveuses, et également des cellules du système immunitaire. Et en fait, le virus, lorsqu'il se fixe sur sa cible, qui est le récepteur ECA2, qui est l'enzyme de conversion d'angiotensine 2, il va gêner la dégradation d'une hormone, qui est donc cette angiotensine 2, qui normalement doit être dégradée en angiotensine 1,7. Et donc ça conduit à un excès plasmatique en fait, de cette angiotensine 2, qui va suractiver son récepteur qui s'appelle AT1R. Et ce qu'on décrivait donc dans cet article, c'est que c'est la suractivation du récepteur AT1R qui est responsable justement des maladies Covid, puisque c'est un récepteur qui a des tas de fonctions délétères. Déjà, il est indispensable pour le fonctionnement du corps humain. C'est à ce titre qu'il est très important. Mais surtout, lorsqu'il est suractivé, du coup, il peut devenir très délétère parce qu'il est relié justement à tous les organes et tissus. Et notamment, il induit une vasoconstriction des vaisseaux sanguins. Il induit une inflammation, hein, puisqu'il est pro-inflammatoire. Il est aussi pro-oxydant, donc il génère un stress oxydatif au niveau des cellules. Il est pro-thrombotique, pro-angiogénique. Il est également pro-hypoxémique, pro-hypoxique, pro-fibrosant, pro-hypertrophiant. Il fait chuter le monoxyde d'azote qui est impliqué donc dans tous les phénomènes immunitaires, mnésiques et inflammatoires. Néanmoins, on constate pendant le Covid au début que la mortalité, ça c'est Pierre Chaillot, Toubiana qui nous montrait, n'est pas si excessive que ça et touche surtout les gens qui sont pris en charge trop tard. Oui. Par contre, après, quand le vaccin est mis en place, et aujourd'hui on découvre des effets secondaires qui sont tout à fait de type de ceux dont vous parlez par rapport aux effets du Covid, indirect du Covid. Comment on peut expliquer ça C'est très simple. En fait, les maladies Covid sont les mêmes, qu'elles soient induites donc, par une infection naturelle au virus SARS-CoV-2 ou bien alors par les injections vaccinales, puisque la cible est la même. En fait, ce qui se passe, c'est que lors d'une infection naturelle, le virus, via la protéine spike, se fixe sur ce récepteur ECA2, donc qui gêne la dégradation d'angiotensine 2 et qui suractive le récepteur AT1R, qui lui est à l'origine des maladies Covid, puisque c'est un récepteur qui est très important pour le fonctionnement du corps humain. Et ce que fait la protéine spike vaccinale, finalement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une certaine proportion de cette protéine spike vaccinale qui est capable de reconnaître le récepteur ECA2
Et donc, en se fixant sur le récepteur UCA2, elle fait exactement la même chose que le virus, c'est-à-dire qu'elle gêne la dégradation de cette hormone, qui est l'angiotensine 2, et ça conduit aussi à un excès d'angiotensine 2 qui va suractiver ce récepteur ATR, qui lui est responsable des maladies Covid. C'est pour ça que les maladies Covid qui sont induites par une infection naturelle ou bien alors par la vaccination ou les injections vaccinales, les rappels vaccinaux, finalement, ça conduit aux mêmes pathologies, Ouais, qui mais peuvent être diverses, affecter le système gastro-intestinal, cardiovasculaire, le système nerveux. mais par le Covid, il y a beaucoup plus de gens qui ont une réaction immunitaire qui fait qu'ils n'ont pas eu d'effets secondaires et qu'on n'a rien remarqué. Oui. Alors que le vaccin, on pourrait dire entre guillemets, qu'il est beaucoup plus virulent, qu'il est beaucoup plus agressif. Oui, il est plus agressif. Il faut savoir aussi que lors d'une injection vaccinale, il y a beaucoup plus de protéines spike qui sont produites, notamment par les vaccins ARN messagers, parce qu'on injecte des grosses quantités d'ARN messager. Et donc, globalement, la quantité de protéines spike produite est très supérieure à celle qu'on a lorsqu'on a une infection naturelle. Et donc, les effets sont exacerbés, surtout, je pense, chez les personnes qui sont déficientes ou carencées en vitamine D. Parce que la Voilà. vitamine D a un rôle clé dedans, puisqu'elle agit directement sur le système rénine-angiotensine, et elle contrecarre en fait les effets délétères de la suractivation d'AT1R, parce qu'en fait, elle agit tout en amont. C'est un inhibiteur, entre autres, de la rénine, qui transforme l'angiotensinogène en angiotensine 1, qui est le précurseur de l'angiotensine 2, qui, lorsqu'il est en excès, justement, suractive ce récepteur AT1R et est responsable donc des pathologies Covid. Ouais, justement, parenthèse, une des mesures politiques à prendre au début du Covid, ça aurait été de supplémenter la population en vitamine D, évidemment. Ah oui, tout à Ce qui fait. a été décrit comme complotiste, évidemment, par Ouais. les différents gouvernements, mais ça aurait été une mesure une des plus efficaces. Ah ben oui, ça c'est, enfin pour moi c'est clair que on aurait dû procéder à une supplémentation de la population en vitamine D. Alors ça a été fait dans certains pays, par exemple l'Angleterre, mais la supplémentation était complètement insuffisante. Mhm. Ils ont supplémenté la population avec 408 par jour, ce qui est extrêmement faible. 408, ça correspond à 10 microgrammes de vitamine D. Il aurait fallu la supplémenter minimum avec 10 fois cette dose. Au Ouais. minimum. Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que, parce qu'il y a certaines théories qui courent comme quoi il y aurait pas vraiment de virus, mais que ça serait plutôt une réaction du corps humain et notamment de tous ces gens qui sont en déficit de vitamine D, de vitamine C, de zinc, Oui. que c'est est-ce qu'on peut dire que c'est beaucoup plus une interaction, que si les gens avaient une meilleure immunité, étaient en meilleure santé, n'avaient pas, de manque vitaminique, tous ces virus passeraient comme, je veux dire, ne seraient même pas visibles en fin de compte? Est-ce qu'on n'est pas déjà des corps malades qui créons des réactions en nous-mêmes dues à ces maladies qui sont latentes, en fait, toujours? Ouais. Bah, c'est sûr que les carences, notamment les carences vitaminiques et puis autres aussi en antioxydants, etc., par exemple en magnésium ou en zinc, bon, bah, ça aide pas, c'est-à-dire que ça facilite un développement plus sévère de la maladie. Après, il y a aussi des personnes qui ont des comorbidités, c'est-à-dire qui ont déjà un dérèglement quelque part du système rénine-angiotensine. C'est le cas, par exemple, des personnes qui sont hypertendues, qui ont de l'hypertension. Bah, ces personnes-là ont déjà un dérèglement du système rénine-angiotensine. On le voit aussi chez les personnes qui ont des maladies auto-immunes aussi, ou qui ont un cancer. Donc ce sont des personnes, les personnes obèses aussi, sont des Mmh. personnes qui ont déjà un problème avec le système rénine-angiotensine. Et donc, en fait, ça s'aggrave avec des injections vaccinales ou une infection naturelle au virus SARS-CoV-2. Alors vous dites que Il y les a des lobbies, aspects génétiques aussi, parce qu'on n'est pas égaux ouais, au niveau évidemment. génétique. Il y a un grand polymorphisme interindividuel. Et donc, Vous dites que les lobbies n'ont pas apprécié votre découverte? ben oui, je pense qu'ils ne s'apprécient pas tellement, parce que l'objectif, c'est surtout de vacciner à outrance la population. Et puis s'il existe des traitements ambulateurs précoces, je pense que ça ne les arrange pas non plus, puisque du coup, ça va pas, c'est pas en faveur du développement de la vaccination à outrance et puis des médicaments. Donc voilà, c'est sûr que ça, je pense que ça n'a pas plu. Oui. Après 2 ans de vaccination intensive, en en tant que chercheur, comment vous vivez ça? Comment vous percevez ça? J'ai pas envie de parler de peur parce que c'est aussi quelque chose qui a été mis en place par, les gouvernements, pour Mm. justement pousser la vaccination.
Mais en tant que chercheur, médecin, on peut à un moment donné quand même avoir des appréhensions par rapport à ce qui va se passer. On voit des, 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 v- des effets secondaires quand même dramatiques, beaucoup chez les jeunes aussi. Oui. Comment vous percevez la suite, alors qu'on n'est qu'à 2 ans de vaccination massive, que certains continuent, je veux dire, ça s'est calmé, mais il y en a quand même qui sont en France à leur Oui. 5e, 6e dose. Qu'est-ce que vous pensez, avec ce que vous connaissez, qui risque de se passer, qui va se passer au niveau de la santé globale? Ben, je pense que c'est pas bon, hein. Tous ces rappels vaccinaux, ben, ils sont pas bons pour la santé, hein. Parce qu'il y a des tas de problèmes qui sont liés donc, à ces pseudo-vaccins, parce qu'on ne peut pas considérer que ce soit des vaccins, hein, puisque d'une part, ils ne sont pas efficaces, et puis il n'y a pas d'innocuité reliée à leur injection, hein. Ils ne sont pas efficaces parce qu'ils n'empêchent pas l'infection de la personne qui est vaccinée, entre guillemets, qui reçoit les injections vaccinales. Euh, et puis ils sont pas, ils n'empêchent pas aussi la transmission, hein. Donc ils ne sont pas efficaces. Déjà pour cette raison, ce ne sont pas des vaccins. Et puis en plus, surtout, le plus grave, c'est qu'il y a une certaine innocuité, hein, justement. Enfin, il n'y a pas d'innocuité, Mhm. justement, à leur infection, alors que normalement, c'est un critère essentiel, hein, pour la mise sur le marché d'un vrai vaccin. C'est le premier critère, c'est déjà qu'il ne soit pas toxique pour l'individu qui le reçoit. Et là, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas parce que, en fait, les vaccins qui sont utilisés actuellement, en fait, sont pas des vrais vaccins. Non, on pourrait même Notamment pas les appeler ceux, oui, sont des pseudo-vaccins, c'est plus de la thérapie injections génique, expérimentales. oui. C'est complètement des injections expérimentales. On n'a aucun recul dessus, notamment sur les plateformes ARN messager, hein, C'est assez qui effrayant, ça. sont complètement expérimentales encore. À mon avis, il manque au moins une décennie d'études dessus pour savoir quels sont les effets réels, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas au niveau de ces ARN messagers, hein. Là, on a quand même un peu joué aux apprentis sorciers, justement en faisant des injections avec des plateformes qui sont encore mystérieuses, hein. On ne sait pas exactement combien de protéines spike sont produites à partir de ces ARN messagers. On ne connaît pas exactement la biodistribution donc dans le corps humain, hein. On ne sait pas trop où ça va, on ne sait pas combien de temps ces ARN messagers peuvent être traduits en protéines spike. Donc il y a beaucoup d'inconnus encore, et je trouve que ça a été une folie Mhm. d'injecter des milliards de personnes avec ces vaccins ARN messagers qui restent complètement expérimentaux, hein. Il y a énormément de choses qu'on ne maîtrise pas, et donc on en voit maintenant les effets, hein. Et je pense Une qu'il folie, sera... vous dites, ouais. Ah, ah oui, Ouais. pour moi c'est une folie, oui, c'est même assez incompréhensible, parce que normalement, on devrait avoir un grand recul dessus avant de lancer à grande échelle, en fait, une vaccination donc de masse, hein. On peut dire qu'il y Et aura beaucoup plus de morts du vaccin que du Covid. ben, le risque, en tout cas, c'est sûr que ça aura un effet délétère, hein, puisque, en particulier avec ces pseudo-vaccins-là, parce qu'ils font produire de la protéine spike, et on sait que la protéine spike en elle-même a une activité délétère. Il faut savoir que ça dérègle le système rénine-angiotensine, et que ce système rénine-angiotensine, il est impliqué dans toutes les fonctions autonomes, rénales, pulmonaires, cardiovasculaires, il est impliqué dans l'immunité innée aussi, et dans les flores microbiennes. Donc ça va loin, parce qu'il pilote aussi l'immunité innée. Et l'immunité innée, ben, ça fait partie de notre système de défense, en fait, contre les microbes. Et les injections vaccinales répétées, en fait, elles nous provoquent une immunodéficience. Parce que quand on dérègle l'immunité innée, on dérègle aussi l'immunité adaptative, c'est-à-dire qu'en fait, on dérègle toute l'immunité. Donc ça nous met un peu dans un SIDA, un syndrome C'est comme d'immunodéficience disait Montagnier. acquise. Oui, tout à fait, oui. Parce que ça agit justement sur le système rénine-angiotensine qui fait dysfonctionner l'immunité innée. Et donc, ça nous met en déficience immunitaire. Et en plus, en forçant les rappels vaccinaux, donc les injections vaccinales répétées, ça va plus loin. C'est-à-dire que quand on injecte trop d'un même antigène, quel qu'il soit, hein, que ce soit un antigène différent de la protéine spike, hein, donc là c'est l'ARN messager qui sera traduit en protéine spike, mais ça revient au même, c'est une production forte de protéines spike, et on sait que l'injection d'un antigène qui dépasse le seuil de criticité auto-organisée en fait, du système immunitaire conduit à une immunodéficience. Donc là, il y a une double déficience du système immunitaire. D'une part, parce qu'on utilise la protéine spike qui agit sur un système qui pilote l'immunité innée, donc on provoque une immunodéficience, et en plus, avec les rappels vaccinaux, on injecte plusieurs fois cet antigène,
Et quand on injecte trop de cet antigène, à ce moment-là, on provoque aussi une immunodéficience. Et Et ça a été décrit. irrémédiable? Irrémédiable, en tout cas, on doit pouvoir agir dessus, justement, en prenant, par exemple, de la vitamine D, hein, qui permet de contrecarrer, justement, cet effet de suractivation du système rénine-angiotensine qui pilote l'immunité innée. Donc, en prenant de la vitamine D, on restaure quelque part Mais ce sera plus l'immunité du aussi. palliatif, parce qu'il faudra tout le temps. Oui, oui, la vitamine D, de toute façon, il faut avoir un taux élevé, ça c'est clair, en permanence, hein. Mhm. C'est-à-dire le taux idéal est supérieur à 50 nanogrammes de calcidiol par ml. Et là, les autorités sanitaires recommandent un taux plasmatique à 30 nanogrammes de calcidiol par ml, mais c'est complètement insuffisant. C'est suffisant pour tout ce qui est minéralisation osseuse, mais c'est pas suffisant en fait pour avoir une activité optimale sur le système immunitaire, notamment parce que la vitamine D est le carburant des cellules du système immunitaire. C'est-à-dire que Mhm. s'il n'y a pas assez de vitamine D, c'est-à-dire si on est insuffisant ou carencé en vitamine D, donc insuffisant en vitamine D, c'est inférieur à 30 nanogrammes de calcidiol par ml, carencé, c'est inférieur à 12 nanogrammes de calcidiol par ml, et ben, si on n'a pas un taux suffisant, à ce moment-là, le système immunitaire ne fonctionne pas bien. Parce que toutes ces cellules du système immunitaire, quelles qu'elles soient, ont des récepteurs à la vitamine D au niveau de leur noyau cellulaire, hein, que ce soit les monocytes circulants, que ce soit les macrophages, les cellules dendritiques, les granulocytes, éosinophiles, basophiles, neutrophiles, les mastocytes aussi, les cellules natural killer qui sont à l'interface avec l'immunité adaptative, et même les cellules de l'immunité adaptative, donc tout ce qui est lymphocytes B, qui produisent des anticorps hein, quand ils sont activés sous forme de plasmocytes, et puis tous les lymphocytes T, hein, les CD4 auxiliaires qui coordonnent la réponse immunitaire ou lymphocytes CD8 cytotoxiques, ben, toutes ces cellules ont des récepteurs à la vitamine D et pour fonctionner correctement, elles ont besoin de vitamine D. Elles ont besoin d'un dérivé qui s'appelle le calcitriol, qui est un dérivé dimodifié de la vitamine On D. vous apprend ça à l'université? C'est quelque chose qui... Ou bien c'est Euh, vous-même qui vous êtes formé? Parce que comment ça se fait non, que la euh, plupart des médecins n'ont pas réagi, ont accepté les directives totalement délirantes des gouvernements qui pensaient que la vitamine D... Dire de supplémenter en vitamine D, c'était presque être un complotiste. oui, oui, ben, il a failli même être, la vitamine D a failli être interdite comme perturbateur endocrinien. Mais c'est en fait mal connaître le mode d'action de la vitamine D. Parce qu'un perturbateur endocrinien, c'est une substance en fait qui modifie la balance en fait, l'homéostasie des hormones. Or, c'est le mode d'action de la vitamine D. Elle agit comme ça, mais c'est une action bénéfique. C'est-à-dire, elle agit sur la balance des hormones, notamment On, les hormones dérivées de l'angiotensine. on va interdire la vitamine D, mais pas le bisphénol, par exemple. C'est Oui, ça. oui, oui, non, mais c'est aberrant, en fait, c'est mal connaître le fonctionnement de la vitamine D, parce que c'est son rôle d'agir sur les hormones, mais c'est un rôle très bénéfique, On pourrait dire parce que la qu'elle vitamine... agit à des tas de niveaux. C'est-à-dire déjà, elle active 3 à 4% du génome humain, hein, donc elle a une action vraiment un petit peu partout dans le corps humain. Hein. Elle agit sur le système rénine-angiotensine en inhibant la production de rénine, mais elle fait plein d'autres choses. Elle régule l'homéostasie, la prise dans les intestins de phosphore, de calcium. Elle agit au niveau aussi de l'intégrité tissulaire, c'est-à-dire elle renforce les jonctions serrées, les jonctions adhérentes intercellulaires. Et c'est très important parce que ça renforce l'intégrité des barrières, notamment de la barrière intestinale, et ça permet justement à l'organisme de bien fonctionner. Mais elle fait encore des tas d'autres choses. Elle est impliquée dans la différenciation, la multiplication cellulaire. Elle fait produire par notre organisme des substances qui ont des activités antimicrobiennes. C'est ça qui est assez fou. C'est-à-dire qu'elle nous aide à combattre justement les microbes en nous faisant produire, en ordonnant la production justement de molécules qui ont une activité antimicrobienne, notamment antivirale et contre les virus enveloppés, dont le SARS-CoV-2. Par exemple, elle nous fait produire une molécule qui s'appelle HBD2, des catélicidines LL37, des bêta-défensines, qui sont des molécules qui ont une activité antimicrobienne et notamment antivirale. Donc c'est vraiment une molécule qui a un potentiel incroyable. Hein. C'est probablement une des molécules les plus importantes pour le fonctionnement de l'organisme humain. Vous avez dirigé plusieurs équipes de recherche académiques, CNRS, INSERM, à l'université. Ici, on vient d'entendre que à la 100e du Conseil scientifique indépendant, il y a énormément de personnes, d'ailleurs, qui étaient avant considérées un peu comme des ponts de la médecine, qu'on écoutait dans les médias. Quelles ont été les réactions de vos collègues? J'entends, je présuppose la réponse, mais et voilà, maintenant que vous vous dites, en fait, on a toutes les informations pour savoir ce qui s'est passé. Et comment vous voyez ça? C'est assez fou ce qui se passe quand Oui, même. oui.
Ben, mes collègues, ils en disent pas grand-chose, hein. Il y a quand même il y a quand même une omerta, hein. Omerta? C'est un sujet quand même tabou, hein, dans les laboratoires. Comme chez les médecins, hein, le sujet est quand même tabou parce que ça dérange de savoir ben, que ces vaccins posent des problèmes, hein, des problèmes délétères, hein, surtout que les autorités sanitaires, l'OMS recommandent les injections vaccinales répétées. Et bon, en admettant que ce sont des vaccins, mais le problème c'est que ce ne sont pas des vaccins, quoi, hein. Et là, on s'en rend bien compte avec tous ces effets délétères qui sont rapportés par Dravigilance, le VAERS. En On voit sachant que, bien qu'il y a des problèmes. en sachant que 1 à 10% des effets sont rapportés, et que Oui, ça ne représente vraiment une minorité ah oui, de... tout à fait, oui. Et puis on voit l'explosion des Covid longs, hein, aussi, hein, donc des effets post-vaccinaux, hein, suite à une infection naturelle, ou bien alors suite à des injections vaccinales, hein, parce qu'il y a à peu près 50% des personnes qui se retrouvent avec un Covid long, hein, statistiquement, hein, d'après les associations de Covid long, 50% des personnes qui ont un Covid long suite à des injections vaccinales, hein, qui n'ont pas nécessairement été infectées par le virus SARS-CoV-2. Il y en a plus de 2 millions en France, il y en a 17 millions en Europe, et il y en a 150 millions répertoriés dans le monde. Et en fait, les chiffres sont très sous-estimés, hein. Ça doit être bien plus que ça. Est-ce Et que là, vous... on commence à voir, jusqu'à présent, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Mais Il y a je une hausse pense de que... mortalité chez les 20-40 ans, je dirais. Ah oui, oui, oui. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, il y a beaucoup d'effets secondaires. Exceptionnel, une baisse énorme de la natalité aussi. Oui, oui, oui. Tout à fait. Alors, moi, j'avais alerté dessus, hein, parce que le système rénine-angiotensine, il est extrêmement présent au niveau des organes reproducteurs, hein, donc il y a un effet sur la mortalité. Vous savez, le récepteur AT1R qui est suractivé, donc qui est responsable des maladies Covid, eh ben, on sait que des anticorps antirécepteurs AT1R provoquent une infertilité. Et il faut savoir que dans les organes reproducteurs, ben, vous avez beaucoup de récepteurs ECA2. On le retrouve au niveau de, par exemple chez l'homme, on le retrouve au niveau des testicules, on le retrouve au niveau de la prostate, je veux dire, on le retrouve au niveau des testicules. Il est Et impliqué dans la maturation des, des spermatozoïdes, hein. et chez les Vous femmes dans savez, les... toutes les étapes de maturation des spermatozoïdes, donc spermatogonie, spermatocyte 1, spermatocyte 2, spermatide, spermatozoïde, et ben c'est sous contrôle du système rénine-angiotensine. Chez la femme, c'est pareil, hein. Dans les organes L'utérus. reproducteurs, ben, vous avez l'endomètre, oui, l'endomètre, très riche en récepteurs Ce qui explique les dégâts, CA2, la maturation aussi des ovules. ce qui explique les dégâts de l'injection chez les femmes et leur cycle et leur Oui, oui, c'est pour ça qu'on voit une augmentation de fausses couches, d'hystérectomie. une chute de natalité, parce que le système rénine-angiotensine est très présent dans les organes reproducteurs et il pilote tout. Chez le fœtus, par exemple, il pilote la formation des organes, hein. Donc ça, c'est bien décrit, puisque le système rénine-angiotensine est étudié depuis les années 70, hein, donc c'est bien antérieur à la pandémie de 2019, hein. Qu'est-ce qu'on peut penser de femmes qui se font piquer enceintes? Je pense que ça, c'est de la folie. Il n'y a aucun bénéfice, hein. Je pense qu'il n'y a que des aspects négatifs à ça. Ça peut expliquer des enfants mort-nés? À mon avis, oui, oui, oui. Pour moi, c'est clair que c'est associé, hein. On ne devrait surtout pas injecter les femmes enceintes, hein. Vu l'importance du système rénine-angiotensine dans tout, y compris dans la stéroïdogénèse, c'est-à-dire dans la production des hormones, notamment des hormones sexuelles. C'est-à-dire que le système rénine-angiotensine est impliqué dans la production d'œstrogènes, de testostérone, enfin des hormones sexuelles. Ça affecte la libido, ça... On peut s'attendre à une stérilité plus importante dans les populations, hein. Ah oui, ça peut être un risque, hein. On voit que ça fait chuter la production de spermatozoïdes, même la motilité des spermatozoïdes. Enfin, ce système est présent tellement partout et il est tellement essentiel pour piloter donc le fonctionnement de la cellule, parce qu'il agit aussi en intracellulaire, hein, intracrine. Il agit à l'extérieur, mais il a des activités incroyables. Il a des activités endocrines, paracrines, intracrines. Il est présent partout, à l'extérieur des cellules, sur les membranes cellulaires, mais également dans les cellules.
il est présent partout dans la cellule, sur la membrane interne des mitochondries, sur la membrane des nucléaires, sur toutes les membranes des organites cellulaires. On le retrouve au niveau du réticulum endoplasmique, du réticulum sarcoplasmique, des endosomes, des lysosomes, des exosomes. Il est vraiment ubiquitaire. Et il est ubiquitaire justement parce qu'il a un rôle clé. À mon avis, c'est vraiment le système qui pilote complètement le corps humain. C'est pas le cerveau. Le grand chef, en fait, c'est le SRA, parce que le SRA pilote aussi le cerveau. Il faut savoir que toutes les cellules du cerveau sont sous contrôle du SRA, que ce soit donc les neurones, les oligodendrocytes, les astrocytes, les cellules microgliales qui servent de cellules du système immunitaire au niveau du cerveau. Elles sont toutes pilotées par le SRA et elles sont toutes potentiellement infectables par le virus SARS-CoV-2. Ça veut dire que c'est lui qui commande tout, et c'est pour ça qu'il est vraiment présent partout au niveau de toutes les cellules, des tissus et des organes, mais même à l'intérieur de la cellule. Et ça, c'est complètement inédit, c'est-à-dire on ne connaît pas d'autres systèmes physiologiques qui soient autant présents partout au niveau des cellules. C'est d'autant plus effrayant quand on sait que l'injection va attaquer ce système capital. Oui, elle perturbe complètement ce système. C'est pour ça qu'il serait temps d'arrêter ces injections vaccinales, parce qu'elles ont un effet délétère. Et en plus, elles ont un effet délétère parce qu'elles posent des problèmes au niveau du système rénine-angiotensine, mais par exemple sur les plateformes ARN messager, donc les vaccins ARN messagers, que ce soit le Spikevax de Moderna ou le Comirnaty de Pfizer-BioNTech, ces ARN messagers, ils produisent une protéine spike toxique, donc délétère, et c'est pour ça qu'il y a tant de problèmes, mais aussi pour permettre à ces ARN messagers de rentrer dans les cellules et pour les protéger de leur dégradation, justement, et pour éviter les effets hyper-inflammatoires d'un ARN messager nu. Il y a des nanoparticules lipidiques qui sont associées, justement pour protéger ces ARN messagers de la dégradation et pour permettre à ces ARN messagers de rentrer dans les différents types cellulaires. On parle des cellules du muscle deltoïde, mais en fait, c'est capté par n'importe quel type cellulaire. Et ces nanoparticules lipidiques sont elles-mêmes délétères. Vous savez, ces nanoparticules lipidiques, il y a 4 types. Il y a des phospholipides, il y a donc du cholestérol, et puis il y a 2 autres types de lipides qui sont des lipides pégylés et des lipides cationiques. Et les lipides pégylés et cationiques ne sont pas naturels. Et donc, eux posent des problèmes à l'organisme justement parce qu'ils ne sont pas naturels. Et toutes ces nanoparticules lipidiques, justement, du fait de leur très petite taille, peuvent franchir les barrières. Les barrières, notamment les barrières placentaires, les barrières hémato-encéphaliques. Et là, ça pose des problèmes parce que du coup, elles ont une toxicité. Et ces nanoparticules lipidiques aussi peuvent être captées par des tas d'organes, y compris par les organes reproducteurs, les organes lymphoïdes, par la rate, le foie et même peut-être très probablement par le système nerveux. Donc il y a un double effet délétère. D'une part, la protéine spike produite par ces vaccins ARN messagers, et puis en plus les nanoparticules qui, elles aussi, sont toxiques. Donc il y a une double raison d'arrêter ces injections vaccinales. C'est parce que là, on va constater les dégâts. Et comme on injecte toute la population, je crois qu'il y a plus de 13 milliards de doses quand même vaccinales qui ont été injectées à la population mondiale. Donc c'est vraiment énorme. Donc, moratoire, arrêter directement ces injections expérimentales et au niveau et informer, mais on n'y est pas encore là. Qu'est-ce que vous pensez le combat pour la vérité Il est très important parce que là, les autorités font quand même un peu n'importe quoi là, c'est-à-dire qu'elles font confiance à une plateforme vaccinale qui n'est pas du tout au point. Clairement, ce sont des plateformes qui sont étudiées depuis les années 80, comme ils disent, mais le problème, c'est qu'on sait très peu de choses dessus. Même si ça fait pas mal de temps qu'elles sont étudiées, on sait très peu de choses. Il y a énormément de points d'interrogation, parce que ces ARN messagers, par exemple, sont modifiés, et on ne sait pas exactement ce que produisent ces modifications, au niveau de la biodistribution, de la stabilité aussi de l'ARN messager. Il y a des tas de points d'interrogation. On a introduit des tas de modifications au niveau des ARN messagers, par exemple une queue de polyadénylation. On a modifié justement des bases. Si vous regardez par exemple
l'uracile a été changé, hein. Donc on parle de pseudo-uridine, hein. Donc le ribonucléoside, c'est l'uridine, hein. L'uridine, c'est l'uracile avec le ribose. Ça a été modifié par des pseudo-iridines et on ne connaît pas grand-chose dessus, hein. On ne connaît pas grand-chose et on sait notamment que les systèmes, les ARN de transfert et puis le système de traduction des ARN messagers par les ribosomes, on sait qu'il peut y avoir des erreurs parce qu'on ne maîtrise pas bien cette technologie, hein. Elle est quand même nouvelle. Il y a aussi des choses qui ont été modifiées au niveau directement de l'ARN messager. Par exemple, ils ont utilisé la dégénérescence du code génétique pour introduire au maximum de couples GC. Vous savez, au niveau des bases des acides nucléiques, vous avez ATGC, hein, adénine, thymine, ATGC, guanine, cytosine. Et pour les ARN, le T est remplacé par un U, hein, par l'uracile, hein, la thymine donc par l'uracile. Et on sait que normalement, c'est des couples GC ou A et T. Seulement, le code génétique est dégénéré, c'est-à-dire que des triplés de base différents peuvent coder pour le même acide aminé. Et ils ont utilisé cette propriété pour introduire le maximum justement de couples G et C. Alors pourquoi ils ont fait ça? C'était dans le but de stabiliser encore plus ces ARN messagers, parce que les couples GC sont plus stables que les couples A et T, parce qu'ils sont stabilisés par 3 liaisons hydrogènes, alors que les couples A et T ou A et U sont stabilisés par 2 liaisons hydrogènes. Et donc, maintenant, les ARN messagers qui sont utilisés dans les plateformes vaccinales, ils ont le défaut de leur qualité, c'est qu'ils ont été tellement stabilisés que ça en fait quelque part des monstres. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop comment ils vont se comporter. Donc, les injectés sont modifiés génétiquement aussi, on peut le dire. Alors oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les pseudo-uridines, et y compris la N1 méthylpseudo-uridine, qui est utilisée donc dans les plateformes Moderna et Pfizer-BioNTech, ça peut exister au niveau naturel, hein. C'est des dérivés qui peuvent exister dans des cas très particuliers. Voilà, parce que ce ne sont pas dans des plateformes classiques, hein. Ce n'est pas utilisé dans les ARN messagers classiques, mais ça peut être utilisé dans certains ARN R, des ribosomaux. Dans certains cas. Mais on ne sait pas ce que ça fait. Par exemple, les DNA polymérases RNA dépendantes ou les RNA polymérases RNA dépendantes, on sait qu'elles peuvent se tromper au niveau justement des pseudo-uridines qu'on retrouve dans les vaccins ARN messagers. On sait très bien qu'elles ne le reconnaissent pas bien et elles peuvent complètement se tromper, c'est-à-dire faire des appariements qui sont non naturels. Et ça, on le voit clairement, même expérimentalement, parce que vous savez, il y a des codons stop au niveau de ces ARN, des ARN, enfin des acides nucléiques en général. C'est UAG, UAA et UGA. Et donc, la première base de ces triplés, c'est l'uracile. Et là, donc si on regarde le nucléoside, le ribonucléoside correspondant, en fait, c'est l'uridine. Mais quand on modifie justement par une pseudo-uridine, ces codons stop ne sont pas reconnus. C'est-à-dire que le ribosome continue la traduction. Donc ça montre bien qu'il y a un problème. C'est-à-dire que le ribosome, il n'arrive pas bien à reconnaître justement cet uracile, hein, cette pseudo-uridine. Et ces modifications, il y a une possibilité de transmission héréditaire aussi Alors pas directement, parce que les pseudo-uridines ne sont pas codées génétiquement, hein, pour être transmises. Mais par contre, il peut y avoir indirectement une transmission héréditaire. Parce que si, par exemple, il y avait une intégration du génome dans le génome, hein, de ces ARN messagers par une transcription inverse, par exemple en utilisant le système Line 1, à ce moment-là, il pourrait y avoir des erreurs dans la rétrotranscription et donc l'intégration dans l'information génétique justement d'un analogue, par exemple, de protéine spike. Avec quel effet sur l'enfant? Et à ce moment-là, lui, il pourrait être exprimé et donc l'expression en fait de ce gène pourrait conduire justement à des protéines spike qui sont mutantes, hein, puisque la rétrotranscription
induirait des erreurs au niveau de l'information génétique. Et lorsqu'il y a une transcription du gène correspondant en ARN messager et puis une traduction de cet ARN messager en protéine spike, et ben ça conduirait à la formation de protéines spike mutantes. Et concrètement, ça peut avoir quoi? Des effets sur maladies auto-immunes, dégénératives, cancer? Oui, alors au niveau du système immunitaire, ça ne serait pas forcément mauvais. Pourquoi? Parce qu'il y aurait une multitude de protéines spike, des variantes de la protéine spike produites, donc ça serait bon pour le système immunitaire, qui serait capable de reconnaître, qui aurait un éventail élargi pour la reconnaissance et la neutralisation de la protéine spike. Par contre, ça aurait un problème au niveau du dérèglement du système rénine-angiotensine, parce que plus il y aurait de variantes de protéines spike, plus ça favoriserait ça augmenterait la probabilité que ces protéines spike mutantes s'associent en trimère. Et donc, lorsqu'elles s'associent en trimère, elles ressemblent à la spicule du virus, c'est-à-dire à la protéine de pointe du virus. Et à ce moment-là, elles seraient plus à même de reconnaître le récepteur ECA2 et donc de gêner la dégradation d'angiotensine 2 en angiotensine 1,7 et donc de suractiver le récepteur ATR qui est responsable des maladies Covid. Donc ça mettrait le bazar. Et ça exacerberait en fait, disons, le dérèglement du système rénine-angiotensine et la possibilité justement d'avoir des pathologies qui sont associées au dérèglement du système rénine-angiotensine. Jean-Michel Jacquemin à Rafestin écrit « Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font ». Qu'est-ce que vous pensez de... Parce que c'est vrai qu'en même temps, on pourrait dire oui, ils se sont trompés, les politiciens. Bon, en même temps, les multinationales, elles font leur boulot, mais ils se sont trompés, mais aucun débat n'a été possible non plus. Quand on est dans le doute, on ouvre la discussion, mais là, ils ont été complètement dans l'omerta, la fermeture. Ah oui, Donc, oui. Ben là, c'est... oui, c'est sûr. Il y a quand même et les médias on a aussi. l'impression Hein. qu'ils n'ont pas tenu compte des alertes. Hein. Bon, ça c'est clair qu'ils n'ont pas tenu compte des alertes. Et puis surtout, ce qui est plus grave, c'est que malgré l'émergence de tas d'effets secondaires, ben, la recommandation pour des rappels de continuer à outrance continue. Hein. Là, par exemple, les recommandations, c'est qu'à partir de 80 ans, on pousse des rappels vaccinaux tous les 3 mois. Tous les 3 mois, et même les 0,6 ans. Ça c'est la folie, parce que des rappels vaccinaux tous les 3 mois, bah, ça veut dire que les personnes qui vont recevoir les injections vaccinales, bah, elles vont pas durer très longtemps, parce que c'est évident que si on fait un rappel tous les 3 mois, il va y avoir des énormes problèmes de santé associés. Hein. On va déclencher des maladies auto-immunes, des cancers, des problèmes cardiovasculaires, des crises cardiaques, bon, ça c'est évident. Quoi. Ne serait-ce qu'en regardant le fonctionnement du système rénine-angiotensine, hein, parce que c'est même pas des prédictions. Quand on regarde comment ça fonctionne, ben, on se rend compte que c'est évidemment délétère, quoi, et qu'il faut arrêter. C'est passionnant, c'est effrayant. Merci Jean-Marc Sabatier pour, merci pour cette interview. Tout ce que vous faites et toutes ces informations essentielles. Merci. Merci. Merci.